Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de ce soir. Avancée majeure dans la transparence financière et les partenariats internationaux à la représentation nationale. Toujours dans l'actualité nationale, préparation du 3e recensement de la population qui aura lieu prochainement dans tout le territoire djiboutien. Aux nouvelles mondiales, à Gaza, 7 morts, 3 missiles israéliens tirés depuis un drone. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Le président de la République, son Excellence El-Hadj Ismaël Omar Guelleh, a procédé ce mercredi soir à Dar el-Gout, sa résidence privée d'Aramous, à l'attribution des prix destinés aux lauréats de l'édition 2024 du concours régional de lecture du Saint-Coran. Créé en 2000 sous la houlette du président Guelleh, ce concours régional de mémorisation du Coran al-Karim intervient chaque année à Djibouti dans le courant du mois béni du Ramadan. Il est organisé sous la forme d'une compétition étendue à des jeunes issus de toute la région sur l'aptitude à réciter par cœur et à psalmodier avec grâce, maîtrise et élégance le Saint-Coran. Le concours du Saint-Coran souscrit à l'objectif de connecter davantage notre région à une pratique tolérante de l'islam. Il participe de ce fait à combattre l'essor d'une interprétation rigoureuse de l'islam, source d'obscurantisme, d'extrémisme et de fanatisme à l'origine de la violence engagée sur le fondement de pseudo-convictions religieuses dans plusieurs contrées de cette partie du monde. Il s'ajoute à une série d'autres mesures phares, notamment le Haut Conseil islamique de Djibouti et l'Institut Al-Wasatiya, à travers lesquels notre pays signe son engagement constant en faveur de la prévention et de la marginalisation des dérives et des dangers liés au phénomène de radicalisation religieuse. Ainsi, une marque d'un trophée transitionnel, l'édition 2024 du concours de mémorisation du Coran al-Karim n'a pas dérogé à son principe de mettre en compétition des jeunes issus de toute la région. C'est ainsi que, outre des Djiboutiens, ces postulants sont composés cette année de ressortissants en provenance de la Somalie, de l'Éthiopie, du Yémen, du Kenya, de l'Ouganda, de la Tanzanie et de l'Union des Comores. Le premier prix a été remporté par Youssouf Ahmed Abbas, un ressortissant djiboutien. Quant au second et troisième prix, ils sont respectivement allés à Mohamed Fadih Gadib, de nationalité yéménite, et Amin Abdelkader Mohamed, d'origine éthiopienne. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, ainsi que plusieurs hauts responsables, dont le ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, M. Moumin Hassan Barre, entouré de ses principaux collaborateurs, ont pris part à cet événement. Le président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, a rendu un vibrant hommage à la mémoire de feu Ahmed Ibrahim Abdi, figure de proue du paysage public djiboutien et personnalité très appréciée par ses compatriotes, décédé hier mardi. C'est dans le froid et la consternation que j'ai appris le décès de feu Ahmed Ibrahim Abdi, au commis de l'État et modèle de polyvalence professionnelle, a indiqué le chef de l'État. Il laisse derrière lui le souvenir d'un patriote méritant qui a toujours œuvré au bien-être de ses compatriotes et au développement de son pays. A ensuite noté le président, réitérant ses condoléances attristées et l'assurance parfaite de sa compassion et solidarité à la famille et aux proches et amis du défunt ancien responsable djiboutien. Décédé ce mardi, feu Ahmed Ibrahim Abdi fait partie d'une génération préalable de cadres de djiboutiens formés pour prendre les rênes de la haute administration. À l'acquisition de notre indépendance nationale, il devient le premier ambassadeur de notre pays en France avant de rentrer au pays où il intègre le gouvernement occupant à tour de rôle le poste de ministre du Commerce et celui de l'Emploi. Il connaît le sommet de sa carrière politique à travers sa candidature à l'élection présidentielle en 1993. Patriarche à la tête d'une importante famille comptant une épouse et plusieurs enfants qui ont tous réussi, il rend son dernier souffle hier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans les nouvelles de ce soir à présent, la représentation nationale de Djibouti s'est réunie en séance plénière ce mercredi 3 avril 2024 sous la présidence de son Excellence M. Dileta Mohamed Dileta, chef du Parlement. Cette session conforme aux dispositions de l'article 22 alinéa 1 et 2 du règlement intérieur marque la deuxième séance publique de la première session ordinaire de la 9e législature. Aux côtés du président, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, ainsi que des parlementaires et des membres du gouvernement ont participé à cette importante réunion. L'ordre du jour de cette séance plénière a porté sur l'examen des projets de loi relatifs aux comptes financiers de plusieurs établissements publics pour les exercices allant de 2018 à 2022.
Parmi ces institutions figurent l'Université de Djibouti, l'Institut supérieur des sciences de la santé, le Centre d'études et de recherche de Djibouti, l'Institut national de l'administration publique, le Laboratoire central du bâtiment et de l'équipement, et enfin l'Office djiboutien de la propriété industrielle et commerciale. En outre, la séance a été marquée par l'examen de 3 projets de loi visant à ratifier des accords de promotion et de protection des investissements avec le Royaume du Maroc, la République du Rwanda et la République du Kenya. Cette réunion parlementaire revêt une importance particulière dans le cadre de la gouvernance et de la transparence financière des institutions publiques ainsi que dans la consolidation des relations économiques et commerciales avec des partenaires internationaux clés. L'ordre du jour de cette séance plénière a porté, je vous le disais, sur l'examen des projets de loi relatifs aux comptes financiers de plusieurs établissements publics pour les exercices allant de 2018 à 2022. Voici quelques échanges des parlementaires. Comment la SIAF pourrait-il investir sur le projet de Nagad avec un bilan déficitaire? Est-ce qu'ils vont faire des emprunts auprès des banques de la place qui, eux aussi, ont lancé des projets de logements sociaux? Pour ce qui est donc des terrains de Nagad, comment la société finance les travaux? Elle n'a fait à ce jour aucun emprunt pour ça. Elle finance avec la vente sur plan des terrains et c'est que la loi autorise. Et c'est ce que tout le monde fait dans le monde, c'est que quand on fait une promotion immobilière, il y a le choix de faire payer les futurs acquéreurs au prorata de l'avancement des travaux. Et c'est comme ça que le financement se fait. On écoute le Premier ministre à présent, son Excellence, M. Abdelkader Kabel Mohamed. Je voudrais, mesdames et messieurs les représentants du peuple, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, vous souhaiter à tous d'abord bonne fin du Ramadan et bonne fête de la Eid al-Fitr. Voici ensuite le mot de clôture du président de l'hémicycle, M. Deleta Mohamed Deleta. Nous avons eu une plénière avec 30 textes adoptés. Il s'agit d'un nombre assez élevé et assez éloigné de la moyenne des normes examinées, votées lors d'une séance publique standard. Certes, des fois, le nombre peut impacter la qualité. Mais ce chiffre élevé de l'agenda de la matinée concerne pour le 9/10 des comptes financiers. C'est pour moi la démonstration idéale, la meilleure preuve que la volonté de la représentation nationale d'effectuer un contrôle parlementaire efficient sur la gestion et le management du secteur parapublic vient de profiter d'un élan considérable. Cela a été rendu possible grâce à la feuille d'injection claire et ferme du président de la République à l'endroit des établissements publics, institutions et autres formes d'identité publique, injection à ces dernières d'établir à temps leurs tableaux de bord comptables et financiers et de les transmettre diligemment et conformément aux principes de rattachement aux différents organes de supervision. L'Assemblée nationale, important mécanisme de contrôle de l'utilisation des deniers publics, pourra, au sortir de cette séance, se satisfaire et de se réjouir dorénavant, grâce à la mesure du chef de l'État, de pouvoir examiner et délibérer sur la situation financière actualisée de chaque structure usant du fonds public. Je remercie et félicite l'ensemble de l'intervenants ayant concouru à la concrétisation optimale du principe de reddition des comptes. Je voudrais également profiter de cette occasion pour remercier les Premiers ministres, les membres du gouvernement, les députés dans leur ensemble et la Commission des finances en particulier. Sur ce, je vous souhaite une dernière semaine de Ramadan sous la pluie. Je vous exprime les meilleurs vœux de la représentation nationale pour la Eid al-Fitr et je déclare clore la seconde séance publique de ce mercredi 3 avril 2024.
Le lundi 1er avril 2024, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hubo Moubin Assowe, était l'invité de marque entre plusieurs convives, en l'occurrence le président de la commune de Bolao et son adjoint, des parlementaires, la sous-préfète du 1er arrondissement, le conseil technique principal, M. Idriss, la conseillère de la jeunesse, Mme Asli, qui se sont déplacés au centre de développement communautaire du quartier 4 dans le cadre des activités en l'honneur du mois béni de Ramadan. Cette visite a débuté par un match de football auquel la ministre a assisté en mettant en avant l'importance de l'activité sportive pour l'épanouissement de la jeunesse. Le match fut ponctué par un hadith à la mi-temps. Ensuite, les femmes du quartier ont entonné des chants spirituels, une tradition culturelle locale. Pour la ministre, cette visite fut l'occasion de partager les activités de Ramadan avec les communautés et de s'enquérir du bon déroulement des programmes mis en œuvre par les équipes techniques. Le CDC de quartier 4, en tant que centre de développement communautaire, joue un rôle de premier plan dans la promotion des valeurs socioculturelles, didactiques, éducatives et sportives. Sans oublier les mises en œuvre des stratégies visant l'insertion économique et socio-professionnelle des jeunes dans le cadre de la politique de lutte contre la drogue, l'obésité et le sous-emploi des jeunes. La soirée conviviale marquée par le partage d'un iftar s'est conclue par le découpage d'un gâteau et la photo de famille rassemblant tous les participants. Par ailleurs, la ministre se félicitait du caractère cosmopolite de ce grand quartier emblématique de multilinguisme et par conséquent du multiculturalisme, d'où sont issus des militants de premières heures pour l'indépendance. Elle indiquait dans son mot que cette visite a été l'occasion aussi de répondre favorablement à l'invitation des associations et de leur assurer son engagement à l'endroit de la jeunesse et de la culture et de soutenir les initiatives communautaires tout en soulignant le rôle essentiel des femmes dans le développement social des communes. En ce mois sacré de compassion et de dévotion, l'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, a organisé ce matin une cérémonie de distribution des lots d'habits de la Eid aux personnes handicapées en collaboration avec diverses associations et écoles accueillant des élèves en situation de handicap. La première étape de cette noble initiative s'est déroulée au sein même de l'ANPH, située à Haramous, où la direction de l'agence a entamé la distribution en partenariat avec les associations locales de personnes en situation de handicap. La cérémonie a été marquée par la présence notable du secrétaire général du gouvernement, M. Almis Mohamed, ainsi que du directeur général de l'ANPH, M. Ali Saïd, accompagné des responsables de l'agence et des présidents des différentes associations des personnes handicapées. À l'issue de cet événement émouvant, les associations bénéficiaires de ces distributions ont exprimé leur profonde gratitude envers l'ANPH, représentée par son directeur, pour avoir offert un moment de bonheur aux personnes handicapées et pour avoir contribué à répandre la joie au sein de la communauté. Cette initiative témoigne de l'engagement continu de l'ANPH entre l'inclusion et le bien-être des personnes handicapées dans notre société. Ensuite, dans son mot, le directeur général de l'ANPH, M. Ali Saïd Mahmoud, qui s'est exprimé, a souligné d'emblée l'importance de cette action, surtout en cette période de l'approche de la Eid al-Fitr. Il a souligné que cette opération de distribution des habits de la Eid vise essentiellement à apporter l'aide et le soutien moral nécessaire en jour de fête. Il est dans la politique de notre gouvernement de soutenir les personnes handicapées et les enfants à besoins spéciaux. À cette catégorie, des personnes souvent marginalisées, de leur redonner le sourire et de leur permettre de fêter en famille. Voici l'intervention du secrétaire général du gouvernement, M. Almis. Un honneur pour moi d'être présent aujourd'hui parmi vous pour accompagner l'action des autorités en faveur des personnes à besoins spéciaux. Ces six dernières années, il y a eu un effort important qui a été réalisé afin que nous puissions mettre dans notre agenda la cause des personnes à besoins spéciaux. Pas plus tard qu'hier, en Conseil des ministres, une communication a été faite sur la stratégie nationale de l'handicap. Cette communication qui a été faite, elle a permis de voir le chemin qui a été réalisé.
elle a permis également de voir le chemin qu'il nous reste à réaliser. Beaucoup de choses ont été faites, pas assez parfois pour certains, mais ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est la direction que nous avons prise. Là où nous étions hier, là où nous sommes aujourd'hui et là où nous allons. C'est ça le plus important et c'est à travers cela. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est là aussi, à travers la communication que nous avons faite hier, ce sont les emplois qui vont être créés dans le budget de l'État pour les personnes à besoins spéciaux. Pour la première fois, en République du Djibouti, le budget de l'État a programmé 150 postes budgétaires afin de pouvoir engager des personnes à besoins spéciaux. Et hier, une autre méthodologie qui a été partagée avec l'ensemble des membres du gouvernement. Demain, des correspondances seront adressées à tous les ministres avec les personnes qui ont été identifiées. Et dans un délai de 3 mois, tous les postes seront pourvus. Donc ça aussi, c'est une deuxième bonne nouvelle. Nous continuons toujours à faire en sorte que la cause des personnes à besoins spéciaux soit dans notre calendrier. Ce que j'ai mentionné pas plus tard, il y a quelques minutes, avec le directeur général de l'agence. Nous allons faire un atelier prochainement où nous allons réfléchir sur comment faire en sorte que les personnes à besoins spéciaux puissent participer à la commande publique. C'est dans le cadre de la préparation du prochain recensement de la population à Djibouti. L'Institut des statistiques a tenu une réunion préparatoire d'envergure. Cet événement en partenariat avec le Centre africain pour la statistique de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique a réuni des experts et des partenaires clés pour discuter du processus à venir. La réunion a été caractérisée par une participation active et constructive avec des représentants des divers secteurs gouvernementaux, de la société civile et de la communauté internationale présents. Ils ont contribué à la planification et à la mise en œuvre du recensement abordant divers aspects tels que la méthodologie de collecte de données, la formation du personnel et la sensibilisation du public. Qui est un partenaire régional et continental aussi, qui ont l'expérience à travers plusieurs enquêtes, plusieurs recensements à travers toute l'Afrique. Et vraiment, c'est un honneur pour nous. C'est un honneur pour nous de pouvoir discuter aujourd'hui de cette possibilité de pouvoir nous renforcer aussi bien technique que éventuellement matériel. Cette même délégation, composée du responsable de l'Institut national de la statistique de Djibouti et des différents sous-préfets de l'arrondissement, ont entrepris une visite à l'Académie arabe de Djibouti cette fois. L'objectif principal de cette initiative était d'observer de près le processus de formation des recenseurs de la population. Cette démarche a offert aux délégués une opportunité précieuse de se familiariser avec les méthodes et les techniques utilisées pour former les professionnels chargés de recueillir des données essentielles sur la population de Djibouti. Au-delà de son aspect observatoire, cette visite a également servi de vitrine à l'engagement sans faille d'Instad envers l'excellence dans la collecte et l'analyse des données démographiques. Elle constitue en effet une étape capitale dans le renforcement des capacités des institutions statistiques africaines tout en favorisant une culture de données de haute qualité à travers le continent. Qui prennent des formations en disant que le gouvernement attend beaucoup cet recensement. Je vous emmène au nord à présent où le secrétaire général du ministère de la Santé, accompagné d'une délégation de haut niveau, a récemment entrepris une mission d'évaluation des structures sanitaires dans la région de Tadjoura. Arrivé dans la ville blanche, l'objectif principal de cette initiative était d'aborder les défis et les opportunités rencontrées par les postes de santé de la région. À leur arrivée, le secrétaire général a été chaleureusement accueilli par le préfet et le vice-président du conseil régional. Cette rencontre a permis un échange fructueux sur les enjeux prioritaires en matière de santé dans la région, renforçant ainsi la collaboration entre les différentes instances. Par la suite, une réunion de travail productif a été tenue avec les responsables des postes de santé dans la région. Au cours de cette réunion, des discussions approfondies ont eu lieu sur les moyens d'améliorer l'accès aux soins de santé et de renforcer les capacités des structures sanitaires locales. Le ministère de la Santé réaffirme son engagement à soutenir le développement et l'amélioration des services de santé dans toutes les régions du pays.
dans le but d'assurer le bien-être et la santé de tous les concitoyens. Il est à noter que tous les directeurs des postes de santé de la région ainsi que ceux du centre médico-hospitalier de Tadjoura ont été conviés à cette réunion. On écoute les propos respectifs du vice-président du conseil régional et le préfet adjoint de la région de Tadjoura. Toujours qu'on a cette chance d'avoir les responsables qui sont tout le temps à Djibouti de se déplacer pour voir des visites, comme tout à l'heure l'a dit le préfet, comment ça se passe au niveau de la région. Donc pour cela, merci beaucoup. Les gens de la santé qui sont dans la région, il faut savoir qu'ils sont constamment confrontés. La population de Tadjoura attend impatiemment la construction ou la finalisation de ce grand hôpital qui non seulement va servir pour la région de Tadjoura, mais aussi pour la région de Bok. C'est un nouveau élan que le nouveau secrétaire général a initié dans son agenda pour constater des visites, l'état d'avancement et l'état de travail dans chaque poste de santé des zones régulées. Également, au centre CMH de Tadjoura, guidé par le docteur Dimbiou, qui, depuis son arrivée, a également initié beaucoup de projets en ce sens médical. Et tout ça, c'est pour vous maintenant, que vous qui se trouvez dans les zones reculées, pour que aussi vous avez une idée, être à l'avenir, continuer en ce sens, et que vous aussi, que vous tenez à cœur votre travail. Comme nous savons aussi, la région de Tadjoura s'agrandit de jour en jour, avec tous les corridors qui s'offrent, avec la route Balho-Tadjoura, avec l'aéroport. Parce que chaque jour que Dieu fait, vous vous affrontez à une dure épreuve. Avec vos maigres moyens, vous arrivez aussi à gérer votre poste de santé. Donc, je vous dis merci et continuez dans cet élan. On écoute à présent les dires du secrétaire général du ministère de la Santé à cette occasion. Heureux d'avoir honoré de votre présence vos réactions nous touchent beaucoup. Ça montre aussi que vous êtes impliqué dans les activités qui concernent la région de Tadjoura. Depuis que la route de Galafi pose problème, beaucoup de voitures passent par la région de Tadjoura et il y a des accidents qui se multiplient. La prise en charge de ces accidentés fait que les médicaments, les dotations de médicaments que la CAM leur donne ne suffisent pas. Il y a aussi une autre pathologie qui prend de l'ampleur, c'est la brucellose, la maladie brucellose qui prend de l'ampleur. Donc ça, c'est une maladie qui vient des animaux, c'est-à-dire de la consommation du lait. Et nous allons approcher les ministères concernés, notamment le ministère de l'Agriculture, pour essayer de trouver une solution. En tout cas, ce genre de réunions vont avoir lieu régulièrement dans l'année. Nous allons fixer un planning pour revenir les voir de plus près, discuter avec eux, et comme ça constater les difficultés rapidement et trouver des solutions ensemble. Il y a l'hôpital régional qui est en construction, qui va prendre fin dans quelques mois. Donc nous allons nous atteler à travailler ensemble avec la préfecture, le conseil régional, mais aussi le ministère de la Santé, pour préparer l'ouverture de cet hôpital qui est attendu par la population du Nord. En tout cas, je voudrais, en votre présence, féliciter les professionnels de la santé qui font un travail extraordinaire. Sous le patronage du préfet de la région de Dikil, M. Hassan Abdi Roble, la préfecture et le conseil régional ont organisé la nuit du 1er avril 2024 la 3e édition des remises des prix aux lauréats du concours régional de récitation du Saint-Coran à l'esplanade de la préfecture. Les 5 premiers de chaque niveau concouru ont été récompensés. Ce concours avait regroupé 13 centres de mémorisation du Saint-Coran, dont 12 sont situés dans le chef-lieu et 1 à Mouloud, soit 103 élèves, 25 lauréats, dont 14 filles ont été honorées
Bon, pris part à cette cérémonie, le préfet, le vice-président du conseil régional, les différents responsables des services déconcentrés, les ulamas, les okal et les enseignants des différents markaz ainsi que les parents des élèves récompensés. Après des démonstrations de la lecture du Saint-Coran et des poésies en arabe et en somali incitant à l'éducation coranique et la prise des paroles des officiels, la remise des prix et la photo de famille a clôturé cette belle cérémonie. Au Nouvel Mondial à présent, je vous le disais dans les titres, plus tôt dans la journée de mardi hier, l'organisation World Central Kitchen a décidé de suspendre ses opérations de transport d'aide humanitaire à Gaza, exprimant son choc suite au tir mortel contre 7 membres de son équipe lors d'une frappe de l'armée israélienne sur Gaza. Les sources ont expliqué qu'un convoi de 3 voitures de la World Central Kitchen s'est déplacé hier soir pour accompagner un camion humanitaire jusqu'à l'entrepôt alimentaire de l'organisation dans la région de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza. Les voitures portaient des signes clairs indiquant leur appartenance à l'organisation sur leur toit et sur leur côté, selon la même source. Le camion est arrivé à l'entrepôt accompagné de 3 véhicules de l'organisation transportant 7 volontaires dont 2 étaient des Palestiniens portant la double nationalité des États-Unis et du Canada et les 5 autres d'Australie, du Royaume-Uni et de la Pologne, selon le quotidien Haaretz. Depuis le soir de lundi, les condamnations arabes et internationales se sont succédées contre les attaques ciblant les employés humanitaires internationaux alors qu'ils tentaient d'atténuer les effets de la guerre et la faim infligée par Israël à la bande de Gaza, sans parler des destructions catastrophiques infligées à l'enclave palestinienne durant plus de 6 mois. C'est tout pour ce journal de ce soir, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti et bonne soirée à toutes et à tous.